On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, Andrea, Elisa, Zélie, qui nous accompagnait derrière la caméra. Vous êtes 3 ce soir. Aujourd'hui, changement d'air. Alors, je connais plus l'expression, parce qu'il y a une histoire de vache. Changement d'herbage, plaie aux vaches, quelque chose comme ça. Voilà, nous sommes au théâtre du Rond-Point. Nous avons changé de lieu, précisément dans le restaurant, je crois. Merci à l'équipe du théâtre du Rond-Point de nous recevoir. Il sera question ce soir, dans quelques comédies, du mariage forcé de Molière, mise en scène Louis Arène. Nous recevons 2 des 5 actrices et acteurs de la distribution, les sociétaires Sylvia Berger. Bonsoir. Bonsoir. Et Benjamin Laverne. Bonsoir Benjamin Laverne. Bonsoir Béline. À l'occasion des 400 ans de Molière et de la saison du même nom, la pièce Le mariage forcé, qui est une pièce un peu écrite à la va-vite, je crois, en tout cas très rapidement, en 15 jours, par Molière et Lully, en 1664, avait été montée par votre camarade Louis Arène. Vous la reprenez cette fois-ci en tournée, donc petite tournée qui commence par le Rond-Point. Qui commence par le Rond-Point, après jusqu'au 1er mars. Ensuite, le 20 et le 21, nous serons à Colombes. Et ensuite, du 4 au 14 avril, on sera au Théâtre des Célestins à Lyon. Grand voyage pour vous. Donc des salles très différentes. Des salles très différentes, mais surtout de la première, alors, le studio. Justement, vous changez un peu de coin, vous êtes à 3 stations de métro de vos habitudes. Oui, mais c'est pareil, on a l'impression d'être vraiment en province, là, très loin. Avantage et inconvénient du hors les murs, concrètement, quand vous sortez comme ça de ces 3 salles dont vous connaissez sans doute l'un et l'autre, chaque centimètre carré. Là, c'est plus une question. Enfin, c'est toujours le problème des tournées, c'est l'adaptation du décor au lieu. Et là, il y a eu un peu des transformations, parce que comme on passe du studio théâtre, qui est une petite salle de 110 places, 130 places, à la grande salle du théâtre du Rond-Point, il y a eu une adaptation nécessaire du décor qui a été agrandie d'1 mètre de part et d'autre. Surtout que c'est une scénographie assez particulière. Voilà, c'est une boîte. Cube un peu anxiogène, c'est une scénographie d'Éric Ruff. Et donc, quand on change de lieu, c'est un carré fermé. Donc là, la salle, elle est un peu en amphithéâtre, comme ça. Et donc, on ne pouvait pas ouvrir, sinon ça changeait l'essence même du travail. Donc, on a juste élargi d'1 mètre de chaque côté. Donc, on a un peu plus de distance à faire sur le plateau. Et surtout pour Julie. Surtout pour Julie, qui joue Sganarelle, le rôle principal. Et donc, qui fait beaucoup d'allers-retours. Voilà. Et comme nous, on joue plusieurs rôles, on a des petites courses à faire derrière, et donc on a un peu plus de distance. Mais en revanche, on a pu s'apercevoir que pour les changements, parce que le studio il est vraiment tout petit, il n'y a pas de coulisses pour ainsi dire, très peu. Là, on a un petit peu plus de confort pour se transformer, pour changer de costume. Et alors, faire des choses, on en récupère. Voilà, vous gardez des choses et ça vous demande une petite capacité d'adaptation. Et moi, j'adore, je trouve ça très joyeux d'aller jouer à l'extérieur. Ouais, moi, j'adore ça. Pourquoi c'est joyeux? Je sais pas, j'ai découvert même j'ai eu un espèce de petite révélation au moment de Per Gynt, quand Per Gynt, mis en scène par Éric Ruff, c'était joué au Grand Palais. Donc pas vraiment à côté d'ici. Et j'allais voir, moi j'habitais à Chaussée-d'Antin, je raconte ma vie. J'habitais à Chaussée-d'Antin. Non mais j'habitais à Chaussée-d'Antin, à Chaussée-d'Antin Lafayette pendant 8 ans. C'est là que je suis arrivé à Paris, j'ai habité 8 ans là-bas. Donc mes premiers chocs théâtraux. À vous de jouer, théâtral ou théâtraux. Eh ben c'était à la Comédie Française, j'avais été voir Loïc dans Le Menteur, Loïc Corbery. Et plein d'autres choses, La Grande Magie, Il Campiello. Enfin, j'y allais régulièrement et j'ai découvert le Per Gynt au Grand Palais et je voyais toute la troupe se changer derrière ces grands voiles, ces grands rideaux et je me suis dit, ça doit être extraordinaire d'être dans cette troupe. Et c'est là que j'avais eu un espèce de... Je me suis dit, si jamais on m'appelle, je dirais oui. Très, très présomptueux. Mais c'est vraiment un spectacle hors les murs qui m'a donné envie de rentrer dans la troupe étrangement. Je pense qu'aussi c'était une question de moment. Mais moi je trouve ça très joyeux on est arrivé là, on était surexcités à l'idée d'investir un nouveau lieu, d'avoir aussi peut-être un nouveau public, même si on est très attaché à notre public. Ça change, vous qui avez tous les deux maintenant l'expérience de ça, des tournées, des hors les murs, quand on change de lieu, on change de réflexe, on est obligé de s'adapter.
sur le plateau, on a plus de place ou moins de place, on a une loge, plus de loge, etc. Mais est-ce que le public change? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un public spécifique quand même à la Comédie Française? Oui, même si depuis quelques années, il a quand même beaucoup changé. Ça fait quand même un certain temps que j'y suis, et donc j'ai pu voir aussi une évolution du public. Il y a beaucoup plus. Je trouve qu'il s'est rajeuni beaucoup, et notamment pour ce spectacle-là, par exemple. Donc oui, on change de public. C'est toujours, c'est un rapport quotidien. Le spectacle, la façon dont il est perçu, c'est un ping-pong. Donc forcément, nous, ça nous oblige à être constamment en alerte, quoi. Quand vous allez à Lyon, par exemple. Avec Scapin, en fait, que tu as dû faire des tournées aussi, Sylvia, certainement. La tournée de Scapin, elle a été assez grande. On a fait presque 40 dates. Et donc, forcément, on compare j'ai même, avant la Comédie Française, j'étais dans un Roméo et Juliette de Olivier Py, qu'on a tourné 90 dates en un an. Donc, on comparait le public d'une ville à l'autre et on disait, alors là, ils sont sympas. Là, vous verrez, c'est un peu plus froid. Et en fait, le public du Nord est très chaleureux. Le public du Sud est un peu plus dur. Ouais, il y a quand même une petite réputation qui colle à la peau de chaque public. Et c'est intéressant de voir comment parfois ça se vérifie. Et parfois on essaye et puis comment aussi, quand on arrive dans la première dans une salle, dans une ville, comment ça évolue jusqu'à la 5e, la 6e, quand on en fait plusieurs de suite. Ça, c'est très agréable. Ah oui? Ouais. Parfois aussi, c'est aussi lié à nous. Hein. De nous adapter aussi. Nous adapter au lieu, comment à l'acoustique du lieu, à l'espace, comment on s'apprivoise le lieu, comment on se l'approprie et comment on se sent bien. Et donc, comment le spectacle grandit pendant une semaine dans un lieu. Et je suis sûr que si le public est de plus en plus chaleureux, c'est aussi parce que le spectacle est de mieux en mieux. Ouais, je crois vraiment à ça. Et donc ici, donc le mariage forcé, mise en scène Louis Arène, qui a créé, alors qu'il était pensionnaire à la Comédie Française, une compagnie qui s'appelle Monstroom Théâtre, avec Lionel, je voudrais pas... Lingelzer. Oui. Ici, donc le Rond-Point programme cette année une sorte de trilogie du Monstroom Théâtre. Il y a eu une 2 pièces de copie en novembre, 7 pièces-ci. Et puis une autre en mai, je crois. Donc là, vous êtes face à un public qui vient plutôt voir... le Monstroom Théâtre et la ils sont des programmation. fans en plus. Voilà, oui. Parler de jeunesse. Mais oui, justement, moi j'ai suivi tous les spectacles. Je disais, il y en a qu'un que j'ai pas vu, c'est le Clownstroom, mais sinon j'ai vu tous les spectacles du Monstroom et j'ai pu voir, mais qu'effectivement leur public est très jeune et je pense que pour le mariage forcé, ça va être... on l'avait déjà vu au studio. On avait déjà ce public-là qui venait nous voir. Qui reviennent voir les pièces, qui connaissent très bien Lionel et Louis. C'est un public de théâtre contemporain. C'est un public qui vient voir quoi, en fait? Oui, il y a une énergie très particulière, je trouve, dans leur spectacle. Ils sont pluridisciplinaires, ils chantent, ils dansent, et il y a, j'ai l'impression que c'est... Oui, bien sûr, mais il y a une énergie presque, ça m'évoque, oui, de fait, ça me fait penser à des boîtes, quoi. Quand tu danses, boîte de nuit, discothèque. Ouais. Ah bah le Moonstroom va un peu en boîte, je crois. Oui. Mais on sent cette énergie-là de très, voilà. Comme le plateau est un laboratoire de recherche théâtrale, avec ses formes aussi, évidemment, cette esthétique très particulière, le masque quand même, qui est quelque chose. Et donc la question. Et un masque particulier. Oui, on les voit. Donc là, on vous n'est n'êtes pas masqué. Et vous avez vos cheveux. Enfin, non. Là, on a on a ce qu'on. Et le masque est une seconde peau, et donc il y a tout ce travail sur l'identité. Sur la question du genre, quelque chose de la transformation en permanence, du trouble, de la métamorphose, et donc la question de la voix aussi qui change, mais c'est issu de la commedia dell'arte, mais c'est pas du tout la même technique. Justement, comment le masque nous fait jouer différemment et nous déplace
à la fois la voix et le corps, mais sans avoir forcément à l'identifier tout de suite ou à proposer tout de suite. C'est voir comment en fait le masque agit sur nous. Ça, c'était très étonnant quand on a mis ce masque pour la première fois. Vous jouez masqué, masque au chemin du visage. Voilà, on apprend le masque au conservatoire souvent. Tu étais au conservatoire, Louis aussi, il y était. Et on était chez Mario Gonzalez, Christophe Paty. Comment on apprend le masque ? On apprend le masque au conservatoire. On travaille avec d'abord le masque neutre, et puis après on choisit un masque, on propose un personnage, on a tout un... Le masque déjà nous donne beaucoup d'informations. On choisit pas par hasard, enfin, on nous propose différents masques de la Commedia dell'arte à l'époque, et puis ensuite on choisit ce masque-là, et à nous de créer ce personnage. Et puis je me souviens que Mario nous interrogeait, il fallait qu'on arrive avec un bagage, savoir comment il s'appelait, d'où il venait, qu'est-ce qu'on venait faire. Donc il y a un caractère très fort qui se dégage du masque, et après et ensuite il y a un travail physique pour le rendre actif. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que n'arrête pas de nous dire Louis et Lionel, là, vous êtes en répétition, vous reprenez, en répétition, et c'est les yeux, parce qu'un masque, évidemment, en plus ce masque-là, je trouve qu'il est très très particulier parce qu'il est très proche de la carnation, et il transforme, c'est-à-dire que c'est pas une caricature d'un personnage préexistant. Tout d'un coup, on est vraiment transformé, et on peut imaginer des êtres qui ressemblent à ce qu'on est en train de représenter. Mais c'est un masque qui enlève quelque chose. Je veux pas non plus tout dévoiler, mais qui gomme un peu. Parce que là, on était un peu vite, mais les masques de Commedia, avec lesquels on est en contact au Conservatoire national, sont des masques souvent en bois de chêne. C'est Étienne Champion, je crois, qui est un grand artiste, et donc qui ont un certain poids. Ou en cuir, moi j'en avais en cuir. En cuir aussi, mais qui sont un peu plus anciens peut-être. Enfin, quoique, y a pas, je sais pas. Mais ça me fait penser à ce spécialiste du masque dans The Mask avec Jim Carrey qui connaît tous les masques, les masques des Indiens, qui révèlent les rêves qui est en nous. Non, je m'y connais pas du tout en masque, mais c'est vrai que. Mais c'est pas non plus le masque d'Omar Porras. Parce que c'est pareil, c'est des masques qui sont très spécifiques. Moi, j'en ai travaillé aussi, j'avais travaillé. Ouais. Oui. Et alors que là, le fait que ce soit très proche de la carnation, ça fait qu'on ait des personnages réalistes. On est des êtres réalistes. Ce sont des masques en quelle matière? Alors, c'est c'est toute une histoire. C'est parce qu'ils ont une collaboration avec des gens qui fabriquent des semelles orthopédiques. Oui, et qui ne savaient pas. Des podologues. Et qui ne savaient pas, avant de voir Le mariage forcé, que Louis et Lionel travaillaient cette matière. Cette matière. Qui est Louis travaillait cette matière. De résine. Alors ils en parleraient mieux que nous, mais de résine, caoutchouc plastifié. La même matière qui sert à faire des semelles. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Et ils sont devenus mécènes un peu même. Ils sont mécènes des spectacles, et c'est génial parce qu'ils sont venus voir les spectacles et ils en revenaient pas. Ils reviennent ici, ils m'ont dit. De voir leur travail. Oui, mais tout d'un coup, à quoi sert leur matière? C'est génial, quoi. À quoi sert leur matière? Tout d'un coup, ce qu'on peut en faire, alors que pour eux. Mais ce qui est drôle, c'est que ça modifie la démarche. Enfin, c'est l'attitude aussi quand ça part des pieds. Oui, mais ils nous mettent en garde de ne pas être justement caricatural. Tu parlais de la voix. Oui. Très souvent, ils disent attention, là, tu transformes trop ta voix. Tu truques trop. Parce qu'on a envie de créer quelque chose. Parce que quand on porte un masque et qu'on est acteur ou actrice, c'est comme une espèce d'effet loupe. Ça multiplie les effets. Les masques révèlent la personnalité de chacun. Alors, le masque et la cagoule. Oui. Alors, mais le costume structure, même déjà sans masque. Hein. Moi, je trouve que ça, de toute façon, on ne joue pas du tout pareil avec un costume. Et ça, forcément, ça donne une attitude. Votre costume de Madame Jourdain, par exemple. Oui, par exemple. Qui vous tient, que vous venez de raccrocher. Celui de Scapin. Oui. Voilà, qui vous rend plus véloce. Les chaussures aussi. Moi, dès le cours Florent, il me fallait la paire de godasses pour chaque rôle parce que ça, c'est très très différent. Ça fait jouer. Comment on marche. Ça fait jouer différemment. Là, vous retrouvez, donc vous êtes en répétition depuis assez peu de temps. Oui. Puisque comme il s'agit d'une reprise, vous avez peu de temps. Vous avez une quinzaine de jours. Même pas. Voilà. Et vous êtes sur le plateau depuis la semaine dernière, donc ici au Rond-Point. Vous avez retrouvé
vos rôles, mais donc avec les masques, les cagoules, je ne sais pas comment vous appelez ça, puisque on ne voit pas vos cheveux. Vous avez tous. Non, mais le masque. Le masque est intégral. Des bas. Oui, c'est un bas pour cacher les cheveux. Et on met le masque par-dessus. Et le masque nous couvre complètement. C'est un faux crâne. Oui. Voilà. Donc, est un héritage de la derrière. Commedia dell'arte, mais c'est pas du tout les mêmes codes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus naturel, naturaliste, je sais pas, mais. Oui, c'est pour ça que je parlais. Mais c'est tout aussi étrange et inquiétant. Il y a quand même un effet extrêmement. Enfin, il y a un jeu sur. Il y a un truc un peu. Le monstre aussi, la laideur. Vous retrouvez tout ça. L'effroi, c'est un des mots qui revient énormément dans leur. C'est des gens qui, même quand ils sont tranquilles, ils disaient ça. Oui, ils sont tout le temps. Et pourquoi les yeux alors ? Alors, pour faire, justement, je parlais de rendre le masque actif, c'est que si on porte le masque et qu'on garde nos yeux normaux, le masque n'existe pas. Ça meurt. Ouais. À partir du moment, parce qu'il faut lui donner cette intensité, à partir du moment où on écarquille les yeux, tout d'un coup, on lui donne de la vie. Et c'est pour ça ils nous disent tout le temps, ouvrez les yeux, pour le rendre vraiment vivant. Pour remplir et pour l'habiter. Et la bouche Et pour la bouche, oui. Mais c'est vraiment comme, c'est comme presque magique, c'est pour le faire vivre. L'activer et le rendre fonctionnel et l'habiter. Et sinon, c'est vrai que si on est comme ça, c'est quand même quelque chose qui cache. Et c'est là que c'est paradoxal et que c'est beau, c'est que ça ne doit pas cacher, ça doit révéler et être augmenter une réalité. Et non pas la cacher. Donc on est très responsable avec nos yeux. Là, vous avez les yeux, on est très responsable avec nos yeux. Nos yeux sont vraiment. C'est la pile. C'est ça. Là, vous avez remis vos vêtements, vous avez remis vos costumes, vous avez retrouvé. Et est-ce que éternelle question sur la reprise, mais certains de vos camarades disent bon, la reprise, oui, voilà, et puis d'autres disent c'est merveilleux parce qu'en fait passion reprise. Moi. Passion reprise, vaudrait mieux parce qu'avec Scapin là, il faut vraiment saisir. Première reprise, deuxième, passion 10e reprise, un peu moins. Non, mais c'est ce qui est génial, c'est que la reprise, c'est quoi ? C'est la maîtrise parfaite de l'instrument, et là vous commencez à prendre des parfaite, peut-être pas, mais c'est le fait d'avoir digéré toutes les informations, d'avoir eu le temps d'intégrer toutes les informations, puisqu'on on a eu des représentations, on a pu appréhender justement les difficultés, et ensuite, enfin moi c'est ça que ça me fait, c'est que quand on reprend les répétitions pour une reprise, il y a quelque chose de plus évident. Il y a des choses que vous laissez. Ben, on se pose plus la question. Il y a quelque chose dans lequel on rentre tout de suite. Là, on parlait du mariage, on parlait du Bourgeois-Gentilhomme. C'est exactement l'effet que ça m'a fait. Pour la reprise du Bourgeois, là, tout d'un coup, il y avait quelque chose. Vous jouiez Madame Jourdain. En fait, c'est qu'il n'y a pas l'angoisse de la création. Donc, il y a un cadre, il y a quelque chose qui est fait et qu'on doit revisiter de l'intérieur, re-questionner. C'est pas un confort, genre, ça y est, c'est tranquille. Faut re-questionner. Mais on est cadré, on est en sécurité parce qu'on sait que le spectacle existe, et qu'il marche. Et qu'il fonctionne. Et qu'on doit recreuser les sillons. C'est comme quand vous reprenez le ski et vous dites, merde, j'y arriverai pas. Enfin, je sais pas, la comparaison est pas dingue, mais, et qu'on prend du plaisir parce que c'est inscrit dans le corps, dans la voix. Et là, avec le texte, il faut revisiter, faire attention à la musique qui parfois s'installe parce que quand on se met à refaire des filages, on se met à rejouer comme avant et avoir la même musique. Et ça, c'est un peu troublant parce qu'on se dit merde, faut pas que je sois un disque rayé, quoi. Faut pas que je joue exactement pareil, mais on est que dans le sens, on n'est pas dans on est moins dans. Alors il y a l'espace un petit peu à revisiter, mais. Là, par exemple, sur avant, peut-être on va parler peut-être plus de ce que ça raconte, ce spectacle. C'est cette pièce qui est une pièce sur l'inversion des rôles, mais il y a une inversion dans l'inversion, voilà, voulue par le metteur en scène. Mais là, vous retrouvez quoi ? On parlait des costumes avec ces espèces il y a encore une fois, je veux pas tout dévoiler, mais il y a quand même un jeu sur le corps. Il y a des espèces de fausses. On voit sur cette photo beaucoup de musculature. C'est pas complètement. Non, ça c'est moi là. Ça c'est pas un costume ça. Ça, non, mais c'est pas un costume, moi, c'est pas un costume. C'est vous torse nu. T'es sûr? Si. T'es sûr? Regarde, ouais, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Non, il y a des espèces de poches de couleur chair qui rendent les corps plus volumineux, un peu difformes. Ouais, on rentre dans un monde. Et ça, c'est volontairement dévoilé. Ça, c'est volontairement dévoilé. Parce que moi, c'est pareil, et on voit les ajouts. Des postiches un peu. Voilà, on le voit même quand Sganarelle n'a plus les vêtements, on voit le faux ventre, on voit les faux seins, et ça c'est une volonté aussi
de Louis et Lionel de dévoiler ça aussi. Par rapport à l'inversion des rôles, des genres. Donc des genres. Oui, peut-être. Je sais pas. Qui veut raconter cette histoire du mariage forcé en quelques phrases. En quelques phrases, c'est un homme d'une 50aine d'années qui décide de se marier. 1664 est un âge avancé. Très avancé. Qui décide de se marier et qui choisit comme fiancée une jeune femme qui a la réputation d'être particulièrement coquette, beaucoup plus jeune évidemment. Il va demander l'avis à son voisin. Il y a quelques doutes. Voilà, il se pose quand même la question. Il a décidé, le mariage est déjà prévu pour le soir même, mais tout d'un coup, il se dit, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et donc, il va interroger son voisin, qui lui propose d'interroger des philosophes pour peser le pour et le contre. Et puis, voilà, il va se retrouver acculé et la rencontre avec la fiancée, où il pense que voilà, tout est gagné. À son avantage. Et puis tout d'un coup, elle lui dit je suis ravie de vous épouser parce que comme ça, je vais pouvoir faire tout ce que je veux et échapper en à toute la liberté. violence, Voilà. échapper à la violence de mon père, parce que la suggestion à laquelle que m'impose mon père. Et tout d'un coup, il se dit non, finalement, c'est peut-être pas le mariage que j'attendais. Il va essayer de revenir en arrière et puis de dire au père que finalement, non, il s'est trompé, il veut pas se marier. Et le frère arrive pour lui faire entendre que puisqu'il ne veut pas se marier, il faut qu'il se batte, il faut forcément... Il n'arrive pas à faire marche arrière. On entre dans le cauchemar de Sganarelle et ça devient complètement monstre. Enfin oui, il est acculé, comme tu le dis. Ouais. Ça devient terrible pour lui et ça devient jubilatoire pour le spectateur, puisque en général, c'est la jeune femme qu'on marie de force, évidemment. Et là, c'est le vieux barbon qui est pris à son propre jeu. Oui. Donc, Sganarelle est joué par Julie Sicard, inversion dans l'inversion, puisque inversion des rôles, c'est le prédateur devient victime et la victime devient prédatrice. Et Dorimène, donc la jeune fille, est jouée par votre camarade Christian Eck. C'est jubilatoire, mais dans mon souvenir, le public rit un peu gercé parfois, parce qu'il y a quand même donc cette histoire de décor un peu monstrueux. Il y a un jeu sur... il est quand même question de violence dès le début de la pièce, puisque la scène on en discutait avant que vous n'arriviez, Benjamin, avec Sylvia, la scène de la rencontre de la discussion au cours de laquelle Sganarelle apprend que peut-être ça va être un peu compliqué ce mariage. Effectivement, elle aime le shopping, elle a l'air d'avoir déjà pas mal d'amis, et c'est presque une scène, c'est une scène de viol, d'agression en tout cas. D'agression. Ça rit, c'est jubilatoire, mais ça rit quand même. Ils nous ont tout de suite dit que cette pièce était beaucoup plus violente qu'on pouvait. Elle est très violente, le voir, et que faut toujours que ça soit troublant, faut qu'on rit, puis il y a un décompte. C'est-à-dire que même nous on joue la montre. Il faut que 55 minutes, c'est la durée idéale, mais ça a un vrai sens. C'est parce qu'il y a une urgence, un compte à rebours pour Sganarelle qui est celui du mariage et quelque chose de la descente aux enfers et dont on est très responsable nous parce qu'on gravite autour de lui. Vous jouez entre autres un des philosophes, l'amant de la jeune fille, parce que l'un des amants de Dorimène et une bohémienne, parce que j'ai oublié de dire qui demande aussi la vie des bohémiennes. Et à ce propos, quand ça a été créé, Lully avait composé la musique et le roi a demandé à Molière de composer une petite pièce avec la musique des ballets, et les ballets avaient déjà été composés, à charge pour Molière de trouver un fil conducteur, et donc il s'est souvenu de sa lecture du tiers-livre de Rabelais, voilà. Et il a pris des passages entiers. Par exemple, les passages des philosophes, c'est l'intégralité de ce que Rabelais avait écrit. Et puis, il y a le passage, nous, qu'on a transformé en bohémienne, mais qui était les égyptiennes, qui étaient dansées par le roi et la cour. Donc, il y avait déjà, à l'époque, des hommes qui jouaient des femmes, où tout se mélangeait. C'est pas seulement une volonté comme ça
dans l'air du temps, je dirais, de Louis et de Lionel, il y avait déjà cette idée de transformer, masquer, créer une ambiguïté quand voilà. même. Mais c'est vraiment comme s'ils avaient vu dans cette pièce des thématiques qui les intéressaient, le Monstrum, la question du genre, de l'effroi, quelque chose d'un peu aussi très moderne, mais un peu... eux, ils ont un univers un peu post-apocalyptique, et c'est comme s'ils avaient trempé aussi le spectacle de Molière dans leur esthétique, la scénographie, les costumes, tout aussi le travail sonore qui crée une immersion pour le spectateur. C'est-à-dire le travail sonore, dites-nous. Alors, les bruits, il y a des bruits, il y a... il y a toute une atmosphère, il y a une atmosphère permanente, il y a une atmosphère permanente qui accompagne le cauchemar de Sganarelle et qui crée aussi, sortir. Je pense, de l'impression en filigrane, de manière presque inconsciente, qui pénètre le spectateur parce que c'est très fin, ça arrive partout. Et même nous, on l'entend, on est baigné dans cette, parce que quand on va en coulisses, parfois on l'entend encore plus fort parce que ça vient de derrière, justement. Et ce décor, donc, qui est entre qui est une espèce de white box entre Beckett et au-dessus d'un nid de coucou. On est quand même dans un univers un peu... c'est pas carcéral, mais c'est une cellule quand même. C'est censé être une place de village. C'est censé être un forum, je crois, dans la pièce originelle. C'est la place du village. Et là, en fait... il y a un effet d'illusion d'optique, il y a un plan incliné et tous les personnages arrivent comme ça, très graphiques sur ce fond blanc. Ouais, c'est presque comme, on en a parlé de ça, un espace mental. C'est ça, un cauchemar. Ou une cellule. C'est un espace mental figuré, matérialisé. Il est déjà enfermé dans sa condition. Il est déjà avec la camisole. Dans sa condition aussi de vieux barbon et gris avare. Et qui tout le temps d'argent. On lui prend son argent. Oui, mais dès le départ, il dit, quand il dit Seigneur Geronimo, qu'on vient de me chercher si on vient m'apporter de l'argent. C'est dans les premiers mots qu'il dit, il parle déjà de l'argent. Ensuite, avant que Alcantor, donc je joue également le père. Vous jouez le père de la jeune fille qui est très motivée par ce mariage. Voilà, il veut surtout s'en débarrasser. Il trouve qu'elle lui coûte beaucoup trop cher. À cause du shopping. Et Sganarelle dit, même si cette affaire m'a déjà coûté de l'argent, je préfère m'en défaire et renoncer à quelque chose de pire. Donc il parle tout le temps d'argent. Il y a ça. Il y a quelque chose d'extrêmement moderne, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois sur Molière, mais c'est vrai que là, cette histoire de tremper dans leur monde à eux, dans l'acide du Monstrum théâtre, est-ce que ces costumes qui sont aussi un peu monstrueux, c'est le fait qu'on ne voit pas vos cheveux. Alors Louis Arène, je lisais une interview, il explique qu'on ne voit pas les cheveux parce que les cheveux disent beaucoup des gens en fait, et de leur situation sociale, et de leur époque, etc. Le fait qu'il y ait cette... il tient beaucoup à ce qu'on se rase la nuque. Pour pas qu'on voit rien. Il veut pas qu'on voit un poil. Aujourd'hui. Vous allez vous raser la nuque aussi. Il y a une phobie des poils. Je sais pas, on va négocier, négocier tout ça. Un peu de latex, je sais pas, il doit exister. Non, mais tout ça, il a débarrassé la pièce du décorum, des crinolines, il n'y a pas de poitrine ceci étant, Dorimène est quand même à la poitrine, ça souffle. Mais c'est quand même à l'os. Est-ce que c'est ce qui fait que le texte devient tout d'un coup extrêmement limpide et moderne? Comment est-ce que vous... Bien sûr, il y a votre grand talent enfin. Non, bien sûr. Enfin. Mais est-ce que c'est tout cet appareillage qui fait que ce texte sonne de façon extrêmement moderne? Il est question de prédation, il est question de violence sur les jeunes femmes, il est question d'argent, il est question de pouvoir. Enfin, tout ça est quand même, résonne. C'est un peu, oui. Oui, je pense que d'être dans cette boîte-là, et encore une fois, ce que tu disais, Benjamin, c'est cette urgence, de faire entendre cette urgence. On le voit quand on répète. Dès qu'on prend trop de temps, tout d'un coup, ça se dilue. Et puis ça devient sympathique. C'est ça. Ça, c'est terrible. C'est ce qui peut arriver de pire à cette pièce. Qu'elle soit sympa. Que ce soit... c'est une petite farce. C'est une farce. D'ailleurs, c'est pas une farce, en fait. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas une petite pièce et c'est pas une petite farce.
Parce que cette pièce, vous vous l'avez déjà vue jouer. Elle a été jouée de nombreuses fois. Moi, je l'avais jamais vue. Je sais qu'elle s'était montée au Français. Au Français. 3 fois. Dans 3 mises en scène différentes. Ça alors. Bah pas moi. Et je pense que si on ne sent pas la nécessité, si on ne sent pas l'urgence, eh ben on passe à côté de l'os, quoi. Et après l'intemporalité des pièces de Molière, on est toujours ahuri, on est béat. Non mais c'est dingue, oui, quoi de neuf, Molière, c'est dingue à quel point c'est intemporel, c'est contemporain, c'est moderne, ce sont des thématiques, c'est à la fois effrayant de se dire qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé, et puis à la fois génial de voir le génie de Molière qui opère encore aujourd'hui, que ce soit avec le mariage forcé, ou moi je joue Scapin en parallèle, cette scène du sac, quand même, qui fait hurler de rire des jeunes qui sont peut-être collés à leur téléphone tout le temps, et puis là on arrive à ce que j'adore, les plus beaux compliments, c'est quand on vous dit qu'il y a des jeunes qui arrivent comme ça, puis qui sont les 5 premières minutes, et puis qu'à la fin, on se dit, Molière arrive à parler sans bouger le texte, quoi. C'est même pas en adaptant, ou c'est exactement le même texte. C'est fabuleux. Et là, d'avoir des gens qui sortent en larmes du mariage forcé, bah c'est vrai que pour nous c'est troublant aussi. On se dit, ça nous dépasse. On joue cette pièce. Et c'est là aussi l'intelligence de nos metteurs en scène, de Lionel et Louis, d'avoir tiré, mais pas trahi ou pas travesti, si un peu cette pièce, mais d'en avoir tiré des choses d'avoir révélé, comme c'est presque de l'alchimie, quoi, d'avoir révélé des mots, sorti des mots, quelque chose de très contemporain, très moderne, très effrayant, mais qui est complètement dans la pièce. Mais qu'on peut, comme un masque, laisser tomber. C'est-à-dire si on n'ouvre pas les yeux, c'est vraiment, c'est beau, hein, cette espèce de parallèle qu'on peut faire avec le masque. Si on n'allume pas le texte, eh ben, c'est sympa. Et c'est pas la même pièce. Non. Et si on n'est pas comme ça, là, à jouer les mêmes mots, à remplir avec de l'effroi, et sans être dans un volontarisme ou de souligner le sens, c'est d'avancer et de montrer à quel point, si on l'accélère, cette pièce, ça devient un cauchemar absolu pour Sganarelle. Et le fait que que Sganarelle soit joué par une femme, alors ça, il y a pas d'indication de Molière, donc on fait ce qu'on veut, mais c'est Qu'est-ce que ça opère quelque chose de très très sur la fin qu'on ne dévoilera pas, mais qui fait froid dans le dos, qui fait froid dans le dos, et on a ri, et je pense que c'est aussi parce qu'on a ri qu'on a les larmes aux yeux à la fin. Parce que la façon dont ils vous l'ont présenté, cette pièce, quand vous avez commencé à travailler dessus, ce dont vous vous êtes souvenu en la reprenant là, ce que vous avez convoqué, c'est quoi d'abord? C'est la violence, c'est l'histoire du genre, c'est justement, j'imagine que vous avez beaucoup travaillé sur l'idée qu'il ne faut pas que ce soit sympa. Sur la violence. Vos personnages, par exemple, du philosophe, il peut être très sympa. Ah non! Bah, il est pas sympa, mais il est très comique. Il a déjà déjà un très physique, comique, mais parce que justement, oui, il est très comique, mais il est redoutable parce qu'il écoute pas. C'est vraiment, il est enfermé, lui aussi, il est totalement enfermé. C'est comme dans Alice au pays des merveilles. On peut trouver de la. Vous êtes allé chercher qui pour vos personnages respectifs, parce que je trouve qu'il y a des. Moi, je sais pas, votre personnage de philosophe, il me fait penser à un des 3 brigands de Tom Ungerer, mais juste pour la forme graphique. Conehead. C'est aussi. Il y a Conehead, ce film. J'ai une tête en forme de cône comme ça, ouais. C'est vrai qu'on la logorée complètement flippante. Ah ouais, mais ça, c'est vrai que c'est écrit comme ça. Je pense qu'on est imbibé, nourri de tout ce qu'on regarde depuis qu'on est petit, que ça soit les dessins animés, les Tex Avery, enfin pour moi de Louis de Funès, Jim Carrey, je sais pas, Steve Carell. Tout ça, je pense que c'est comme si je comprenais. Ouais, et puis il y a de la folie. C'est des gens qui vont pas bien, qui tournent en rond, qui sont pris dans leur mal-être métaphysique, à dire qu'est-ce qu'on fait là, et puis ils sont chacun leur. Et puis et lui, c'est pour ça qu'on parle de cauchemar ou de presque de drogue. Lui, il est dans son cauchemar. De drogue. Le personnage de philosophe, il est enfermé dans sa cellule avec sa camisole. Ah oui, complètement, ouais. C'est vraiment la pire personne à qui s'adresser, je pense, à ce moment-là.
et qui a une fonction dramaturgique Ouais. de mettre, de déplacer Sganarelle, de le mettre dans un état, comme un buvard, de lui donner un peu de son angoisse et après de le laisser, et que Sganarelle il repart après dans son parcours avec un autre philosophe qui est d'une autre nature et qui remet en doute tout. Et Et qui va le c'est mettre dans une autre. ouais, c'est presque comme une crise de déréalisation. Mais À chaque fois qu'il s'adresse à quelqu'un pour essayer d'avoir un conseil pour savoir s'il fait bien de se marier, il est renvoyé à une plus grande solitude, à une plus grande violence, parce que ce soit avec ton personnage, que ce soit avec le personnage de Christian, l'autre philosophe, ou même avec les bohémiennes qui lui piquent, qui le dépouillent complètement, il y a chaque fois, c'est une violence alors qu'il essaie d'avoir un c'est l'angoisse du conseil. doute. C'est la maladie du doute. Exactement. C'est-à-dire que Molière s'amuse aussi évidemment à pas que faire tourner en bourrique, mais à faire douter en permanence. Et donc ça agit sur Sganarelle, c'est comme des sables mouvants où il se dit mon Dieu, est-ce que je fais bien? Et il y a beaucoup de thématiques qui convergent quand même de façon extrêmement subtile. Il n'y a pas que le genre, que cette histoire de mariage forcé, la situation des femmes, la situation des hommes, le pouvoir. Il y a un peu le désir quand même, ces corps comme ça qui sont un peu, même s'ils sont... la sensualité, ouais. La sensualité. Ouais, il faut qu'il y en ait à chaque fois. La sexualité, mais aussi le doute, avec l'intervention des philosophes. Bon, l'avarice, ça, c'est un vieux truc, mais... la liberté des femmes même, parce que la liberté sexuelle, sensuelle des femmes, qui est vécue comme un cauchemar absolu par Sganarelle. C'est comme quand il a cette vision-là. Dorimène utilise le mariage comme un outil, justement, d'autonomisation et de liberté. Elle a c'est ce que révèlent nos rêves aussi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était c'est un spectacle sur nos inconscients. Sur nos inconscients, il y a quelque chose de presque un peu psychanalytique de voir quand on rêve, en fait, il y a des sexes, il y a tous nos inconscients qui reviennent comme ça, et c'est à la fois, il y a de la sensualité, de l'effroi, de l'inavouable, il y a quand même... Bien sûr. Et le personnage masculin, ils sont pas forcément à leur avantage. Non. Voilà. Le vôtre, et donc, en tout cas, il y en a plusieurs, mais il y a celui-là qui est celui de l'amant. Hyper musclé, il fait de la muscu, ce garçon. Non, mais c'est moi, c'est pas un costume. Oui, oui, c'est le. Et puis c'est de pas jouer le corps, non mais de pas jouer les corps aussi, c'est-à-dire de pas jouer le mec balèze, mais au contraire, que c'est un type. Il est affublé de ce physique. Qui est le dindon de la farce. Je crois que c'est Lionel qui m'a redit ça. C'est vraiment le type qu'on prend comme amant, mais qui a cette fonction, et puis qui se fait trimballer, et puis qui est fou amoureux de Dorimène, mais Dorimène lui explique qu'il faut qu'elle épouse Sganarelle, et elle va pouvoir prendre son argent et partager ça avec son amant, et lui il en souffre, et donc et à la fois il peut être ultra violent aussi. Il peut être ultra violent. Avec sa chaîne, une belle chaîne. Et avec le personnage joué par Gaël, qui est le frère, comment il force Sganarelle dans la dernière partie du spectacle. Torture mentale et presque physique. Et presque physique. Franchement physique. Franchement physique. Physique. Et de pousser les corps, et donc de... Vous dites que vous avez des jeunes, il y a des enfants qui viennent? Non, je crois que c'était... Non, je crois que c'est même... il y a un petit avertissement. À partir de 13 ans, non? 14 ans, un petit avertissement, je crois. Je me souviens plus, mais oui. C'est rock, ça, non? Parce qu'il y a quand même... C'est rock, c'est rock. Un Molière pour interdit au moins de 14 ans. Du coup, ça va donner très, très envie aux moins de 14 ans de venir, si c'est interdit. Une espèce de backroom berlinoise. Mais au théâtre du Rond-Point. Ouais, en tout cas, il faut que ça soit... Il faut que ça laisse des traces et que les gens s'en souviennent. On sent qu'on a cette responsabilité. Vous dites qu'ils pleurent. Vous avez vu des gens pleurer? Mais oui. Mais et parmi nos camarades, qui quand de la sont troupe. venus, Et pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Mais je pense qu'ils reçoivent le spectacle, la violence du spectacle. Peut-être parce que justement ils viennent voir un spectacle sympa. Et que tout d'un coup ils sont pris en otage. Non, mais je pense que c'est l'émotion aussi Je pense vraiment que c'est ça la réussite de ce spectacle, sans nous lancer des fleurs. Mais je veux dire, c'est on est surpris de l'impact. Et puis de la modernité de Molière et de sa puissance. Et donc je pense qu'il y a une émotion théâtrale de se dire,
Je connaissais pas cette pièce. Je pense venir voir un classique ou de voir un théâtre de Tréteau qui fait partie de notre patrimoine, qui est comme une image d'Épinal. Et en fait, il révèle, il en sort quelque chose de très très puissant qui est une vraie émotion. Et donc je pense qu'il y a aussi de la joie et l'émotion d'aimer fort. Et on était très touchés par ça parce qu'on voit toujours les copains, je dis les copains, la troupe, venir dans la loge. Il y a toujours ce défilé dans la loge d'après spectacle. Et au studio. En tout cas au studio, c'est vrai, parce que à la salle Richelieu, nos loges sont un peu. Les loges sont en haut. Et donc ils nous attendent tous en bas quand ils viennent là. Et là ils viennent en loge. C'est un peu ce rituel, un peu au Vieux Colombier aussi. Et de voir qu'ils sont là. C'était génial. Et de voir leur surprise, leur émotion d'être cueillis et de pas avoir aussi à faire faire semblant, de dire que c'était vraiment formidable. Le soulagement de pas avoir à faire semblant. Ou de pas, avoir une langue de bois ou à essayer de trouver et nous, d'être spectateurs de ça, c'était génial. Parce que ça nous dépasse aussi. On était là, ah ouais, c'est vrai, génial. Pourquoi ça vous dépasse? Ça vous dépasse vraiment? Il y a des choses qui se passent sans vous? Parce qu'on est dans dans ce monde, dans ce. Bah oui, c'est toujours une surprise de voir comment les gens reçoivent un spectacle. On le sait pas forcément. Alors effectivement, au bout d'un certain nombre de représentations, vous répétez, vous sentez si ça va marcher, vous sentez qu'il y a des choses qui marchent. Franchement, les répétitions, c'est parfois. Non, c'est pour ça. C'est l'enjeu de la première ou de la couturière ou de la première. C'est toujours, on ne sait pas comment ça va être. On peut imaginer, on peut espérer que il y a des moments, on se dit oui, ça va fonctionner, ça, mais on n'en sait rien. Et c'est tout d'un coup le rapport au public, la rencontre avec le public. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça dépend des endroits, ça dépend des publics. C'est vraiment un ping-pong, c'est-à-dire que auprès d'un certain public, tel type de spectacle, ça va fonctionner comme une évidence, et puis d'autres, il va falloir aller les chercher, il va falloir les amadouer ou voilà, voir comment. C'est comme une danse, quoi. Et ce qui est génial, c'est parce qu'on fait confiance aussi à nos chefs d'orchestre, et on se dit ok, alors puis on voit l'esthétique, on se dit les costumes ils seront. On verra toutes les coutures, on se dit c'est un peu conceptuel, on retourne les genres, et puis on retourne aussi les costumes, et puis il y aura de l'argile verte qui va tomber, ça va faire une. Et donc on se dit, moi il y a plein de moments où je me dis oh là là, qu'est-ce que je suis content de pas être metteur en scène, parce que c'est l'angoisse de me dire et il y a une confiance. Ça va marcher. Et puis je me dis, moi je fais confiance à Louis, qui était mon pote avant le conservatoire. On avait fait du théâtre de masque ensemble aussi avant le conservatoire. Pardon, en sortant du conservatoire avant la Comédie Française. Et donc c'est très agréable aussi de se sentir en confiance, de dire allons-y à fond. Je te suis. Les répétitions, c'était parfois laborieuses. On était avec nos rubans, avec nos faux seins là, en salle de répète. Et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, mais. Et puis heureusement on a ce cap. Aussi, on voit dans le regard de Louis qui dit non mais suivez-moi. C'est vraiment ça. C'est suivez-moi. Et donc ça c'est vraiment très agréable parce qu'on sent qu'il y a une grande intelligence et puis aussi un artiste qu'on suit et quand on le joue à cette fameuse couturière, nous aussi on comprend le spectacle. Et ça c'est hyper émouvant derrière le masque. Moi j'ai des grandes émotions parce que je comprends que tout s'aligne et que ça fait tout le travail. Et quelque chose qui opère. Et ça, c'est à ce moment-là. Bah parfois oui. Et le public, le rire du public, les vibrations du public, c'est un miroir ahurissant qui nous fait comprendre aussi nous plein de choses. Enfin pas tout mais beaucoup de choses. Et c'est là que le spectacle naît et que c'est presque un peu sacré, c'est que on assiste à quelque chose de dingue qui s'appelle le théâtre, qui est la naissance d'un spectacle, et que il y a que parce que le public est là qu'on va comprendre nous des choses et que tout s'emboîte et que quand le public se lève à la fin, on fait ah là là, mais on est un peu spectateur nous aussi à ce moment-là. Et je voudrais rendre hommage à Colombe, notre costumière. Parce que tout d'un coup, tu parlais de répétition. On va jouer à Colombe, c'est drôle. Mais je me souviens que les costumes des bohémiennes se sont transformés au fur et à mesure des répétitions parce que tout d'un coup, elle nous proposait un costume et puis il y avait un mouvement qu'on pouvait pas faire et du coup elle disait c'est pas grave, je vais retravailler jusqu'à la dernière minute. Mais c'était extraordinaire, vraiment, elle s'est mise au service
de l'interprétation, du travail qu'on avait, de l'amplitude des mouvements. Et c'est extraordinaire ces costumes. Hein. C'est alors vous avez hérité vous deux de costumes parce que ce sont des costumes qui ont été construits, composés à partir de costumes existants, du stock. Et vous avez identifié les précédents ou précédentes propriétaires de ces costumes. Souvent il y a les noms. Il y a les noms, ouais. Alors moi j'ai des créations, ça c'est muscles, qui ne sont pas les miens. Et, ça a été une création spécialement pour le spectacle. De super-héros. Normalement, oui, il y a les étiquettes avec les noms de ceux qui l'ont porté. Ça, c'est un peu une tradition en même temps. Vous récupérez souvent les costumes des uns et des autres. Je sais plus. Mais moi, j'ai que des créations. Moi, j'ai 2 créations. Moi. Les fausses fesses, ton pantalon et tout. Non. Le truc de philosophe, c'est une création. Mais ça, c'est comme les Belges. Ah, le pantalon justement de lui là, du balèze. Ouais. Moi, je sais pas. Ouais. Non plus. On vous dira ça bientôt. 55 minutes ou 57 minutes. Je crois que vous avez une marge de manœuvre. Parce que cet ordre-là. Ça, c'est quand Sylvia cabotine, ça. Ça cabotine. En sorcière. C'est quand sa sorcière. C'est ça. Ah oui, la sorcière. Effrayante, quoi. Avec avoir plus d'ampleur. Bon, voilà. Donc, le mariage forcé entre 55 et 57 minutes selon Sylvia Berger. Voilà. Et Benjamin Laverne dans son philosophe, parce que je crois que c'est la scène la plus longue. C'est la scène la plus longue. Et moi, j'ai le souvenir d'un petit rajout. Je pense qu'il y a eu un petit rajout à la fin de la tirade. Je ne dis rien. Je suis pas sûre que ce soit de Molière, ce que j'ai entendu. Et des Lazzi. C'est ça. Voilà, des Lazzi, c'est tout à fait dans la tradition. Absolument. Donc, aucun problème. Du 20 février au 1er mars, hors les murs, en tournée, ici au Rond-Point, puis à Colombes, puis au Célestin à Lyon. Mariage forcé de Molière, mise en scène Louis Arène avec Sylvia Berger, Benjamin Laverne, Julie Sicard, Christian Hegel, Camille Lindy. Voilà, je rappelle que vous jouez en alternance votre camarade Scapin. Vous reprenez Scapin pour la 48e fois à peu près. Le 203e. Voilà, jusqu'au 19 juin. Ouais. Donc, mais on est en alternance. En alternance, il y a toute une troupe maintenant dans Scapin. Il y a presque tous les rôles sont doublés. Et là, c'est la première saison où Scapin est doublé. Voilà. Par Noam. Vous passez Scapin à Noam Morgenstern. Voilà. Ouais. Et vous, Sylvia, vous venez de quitter Madame Jourdain. Vous allez retrouver les Feux de la Rampe bientôt. Oui. Avec mes quelques comédies. Merci à tous les deux. Merci Béline. Bravo, très bonne semaine avec la Comédie Française. Merci à tous. Merci. Salut.